Première spécialité, physique-chimie, cette capsule vous permet de corriger les exercices 11, 15, 17, 18 et 21 du chapitre sur les ondes. Dans l'exercice 11, on dispose d'un graphique nous indiquant les variations de Z en ordonnée, l'élongation d'un point à la surface de l'eau, en fonction de l'abscisse à la surface de l'eau. On voit donc de façon symétrique le petit bouchon perturbant la surface de l'eau à la source, que des vaguelettes, donc ici une perturbation vers la droite, mais également une perturbation vers la gauche, se propagent. Et ce graphique, qui donc est un graphique d'espace, va nous permettre, à l'aide d'une donnée de distance x lue sur l'axe des abscisses et d'une information de durée, on nous fournit un retard, de déterminer une célérité. Alors la première question est relative à la définition d'une onde. Une onde transporte de l'énergie mais pas de matière, donc la feuille ne va pas être entraînée par le passage de l'onde, elle va juste osciller autour de sa position verticale. Pour le calcul de la célérité, vous prenez la formule du cours. La célérité, c'est la distance séparant deux points qui sont affectés par la perturbation, divisée par le retard de l'onde du point 2 par rapport au point 1. Ici, D vaut 20 cm, donc 0,2 m, divisé par 2 secondes, ce qui fait 0,1 m par seconde, ou encore 10 cm par seconde. Alors dans l'exercice 15, on vous propose d'étudier le son émis par un diapason. Attention à bien être observateur sur le graphique, cette fois on a en ordonnée une tension électrique, donc c'est la grandeur qui va varier de façon sinusoïdale, qui a été enregistrée en fait par un microphone, mais en abscisse on n'a pas de distance comme dans l'exercice 11, cette fois on a un temps. Donc on a un graphe temporel sur lequel on ne peut pas mesurer de distance, mais on peut mesurer des durées. Alors dans la première question, on fait appel à une des grandeurs temporelles caractéristiques d'une onde. Je vous rappelle qu'il y en a deux. Il y a la période de l'onde, grand T, et sa fréquence. Ici, vous remarquez avec l'unité Hertz qu'il s'agit d'une fréquence. La fréquence, je vous rappelle la définition, c'est le nombre de périodes par seconde, c'est le nombre de vibrations par seconde. La valeur de cette fréquence n'est pas directement mesurable sur le graphique, puisque nous avons un temps en abscisse. Donc la question 2A vous propose de déterminer dans un premier temps la période du signal, grand T, donc la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même, et c'est dans la question 2B que nous pourrons calculer la fréquence à partir de la période. Donc la méthode consiste à mesurer un temps, donc on va lire une information en horizontale sur l'axe des abscisses, et la période, comme je l'ai dit, c'est la plus petite durée séparant deux instants entre lesquels le phénomène se reproduit identique à lui-même. Donc on peut prendre par exemple un passage par 0 ici, et puis un passage par 0 ici, mais pour avoir plus de précision, on l'a vu en TP, et diminuer les incertitudes de mesure, on prendra plutôt la mesure de plusieurs périodes. Ici on en a une complète, une deuxième, une troisième, et regardez bien, on a une quatrième qui permet, si on suit le passage par 0 croissant suivant, de tomber pile sur la graduation 9 millisecondes. Donc on a indiqué dans le corrigé que 4 périodes représentaient 9 carreaux, c'est-à-dire 9 millisecondes, puisque un carreau ou une division sur l'écran de l'oscilloscope c'est 1 milliseconde ici sur le livre. Et donc en divisant 9 par 4, on obtient 2,25 pour une période. Une période, c'est un quart de 9 millisecondes. Avec deux chiffres significatifs, on peut écrire 2,3 millisecondes. La fréquence étant le nombre de périodes en une seconde, on se rappelle que mathématiquement cela revient à diviser une seconde par la durée de la période. Donc f c'est l'inverse mathématique de la période, f c'est 1 sur t, où t doit être exprimé en secondes, et quand on fait 1 divisé par 2,25, il faut reprendre la valeur exacte, il ne faut pas prendre la valeur arrondie, on obtient 4,4 fois 10 puissance 2, soit 440 Hz, c'est bien la note qui est émise par le diapason. La question 3 nous demande ce qui se passe si on double la fréquence sans changer la base de temps. La base de temps, je le rappelle, c'est l'échelle horizontale, c'est le nombre de millisecondes par division.
Donc si le signal oscille 2 fois plus vite, on va obtenir 2 fois plus de périodes à l'écran, ce qui va resserrer, écraser le signal. Je vous montre ça sur une animation. Vous avez ici un signal de fréquence 100 Hz et chaque division représente 1 milliseconde. La période, c'est la plus petite durée, par exemple entre deux maximums, ou bien entre deux passages par 0 ici croissant, ou entre deux passages par 0 entre là et là décroissant. C'est bien l'inverse de la période. Si on double la fréquence, sans changer les graduations sur l'axe des abscisses, vous voyez on passe à 200 Hz, on obtient 2 fois plus de périodes à l'écran, puisqu'une période est 2 fois plus petite, et donc vous allez avoir un signal qui se resserre. C'est d'autant plus visible que l'augmentation de fréquence est importante. Vous voyez, avec une fréquence qui est multipliée par, on peut aller jusqu'à un facteur 10, on voit ici 10 fois plus de périodes à l'écran, et on va obtenir un signal très resserré, très écrasé. Vous noterez au passage que ce simulateur utilise la même fonction que celle qu'on avait étudiée dans le TP avec le programme Python, une fonction du type y égale une constante, cette constante a étant l'amplitude, fois, et une fonction sinusoïdale de pi ft, nous on avait 2 pi t sur grand T, comme f c'est 1 sur grand T, c'est bien la même chose, plus un angle ici, une phase, qui nous dépendait du retard de l'onde, selon le point auquel on souhaitait la représenter en mode dynamique. Donc pour la question B, ça devient évident, hein, si on double la fréquence, la période va durer 2 fois moins longtemps, il y a 2 fois plus de périodes par seconde, la période est 2 fois plus courte, donc elle vaut la moitié de la valeur de la question de A, soit environ 1,1 milliseconde si vous gardez deux chiffres significatifs. L'exercice 17 vous demande deux définitions du cours qu'il faut connaître par cœur. La première, c'est la définition de la longueur d'onde. Donc il faut se souvenir que la longueur d'onde, c'est une période, mais c'est une période spatiale, c'est une période qui se mesure à la règle, c'est la plus petite distance qui sépare deux points dans le même état vibratoire. Des points qui sont dans le même état vibratoire vibrent donc tous de façon synchronisée, on dit aussi qu'ils vibrent en phase. Donc la longueur d'onde est la plus petite distance entre deux points qui vibrent en phase. Ensuite, la relation qui existe entre la longueur d'onde et la période temporelle, c'est la dernière relation du cours, c'est lambda égale v fois t. Pour vous en souvenir, utilisez la formule classique de quatrième, une distance c'est une vitesse fois un temps. La vitesse s'appelle pour une onde sa célérité, et la longueur, si on l'associe à une longueur particulière qui est la longueur d'onde, va correspondre au déplacement de l'onde pendant une durée particulière qui s'appelle sa période temporelle. Ainsi, en une période temporelle, grand T, une onde mécanique se déplace d'une longueur spatiale, d'une longueur d'onde, et lambda c'est v fois t. Lambda en mètres, v en mètres par seconde, t en seconde. Comme t est l'inverse de la fréquence, t égale 1 sur f, on l'a vu dans l'exercice d'avant, on peut remplacer par t par 1 divisé par f, on obtient donc lambda égale v fois 1 sur f, ou encore lambda égale v divisé par f. F sera exprimé en Hertz. Dans l'exercice 18, pour déterminer le plus précisément possible la longueur d'onde lambda 1 de l'onde, il faut se servir de l'image de la surface de l'eau sur la cuve à onde. Il faut ensuite appliquer la définition de la longueur d'onde rappelée dans l'exercice 17. On va donc chercher à mesurer la plus petite distance séparant deux points dans le même état vibratoire. Je rappelle que les rides brillantes correspondent à des bosses, à des sommets à la surface de l'eau, et les rides noires correspondent à des creux. On peut donc être tenté de mesurer la distance ici entre deux rides brillantes, ou la distance par exemple là entre le centre de deux rides sombres, mais il faut se souvenir que lorsqu'on a des mesures de phénomènes périodiques à faire, c'est comme dans l'exercice 15, on aura plus de précision, on diminuera l'incertitude de mesure si on mesure plusieurs périodes, donc ici plusieurs longueurs d'onde. Alors vu comment est construit l'énoncé, le plus simple pour gagner en précision sans toutefois se compliquer trop la tâche avec des calculs d'échelle, c'est de remarquer que le point A est ici à la source un sommet de vague, donc sur un point brillant, et le point B également. Ensuite,
vous allez sur la première ride ici, vous avez une première longueur d'onde, sur la deuxième ride ici, vous avez une deuxième longueur d'onde, donc un deuxième point dans le même état vibratoire que le point A. Et si vous allez jusqu'au point B, vous avez parcouru une troisième longueur d'onde. Donc la distance AB, que l'énoncé nous indique comme étant égale à 3 cm, correspond à 3, 1, 2 et 3 longueurs d'onde. Donc dans le corrigé, j'ai indiqué que pour avoir plus de précision, on mesure la distance correspondant à plusieurs longueurs d'onde. Par exemple, on en prend 3 parce que ça me paraît très simple. 3 longueurs d'onde 3 cm, ça implique une longueur d'onde lambda 1 pour 1,0 cm. On peut mettre le 0 ici car on a une règle graduée, vous avez une règle graduée au millimètre. Donc on indique qu'on a trouvé 0 mm, 1 cm et 0 mm. Pour répondre à la question B, il faut connaître la formule du cours rappelée dans l'exercice 17. On a vu donc lambda égale V fois T ou lambda égale V sur F. On peut l'écrire encore d'une façon différente. V égale lambda fois F. Comme on connaît lambda et qu'on connaît F, il suffit de les multiplier. Donc on a 1 cm fois 8 Hz. Si on laisse dans ces unités la dimension en longueur exprimée en centimètres, va nous donner ici les centimètres. Et les Hertz, c'est-à-dire des secondes moins 1, nous donnent une célérité de 8 cm par seconde. Si vous avez converti les centimètres en mètres, vous avez obtenu une vitesse, une célérité en mètres par seconde de 8 fois 10 puissance moins 2 ou 0,08 mètres par seconde. Question 2, la fréquence du vibreur augmente, elle passe à 17 Hz, et à ce moment-là, on a donc plus de rides à la surface de l'eau. On remarque que pour une même distance AB de 3 cm, on parcourt cette fois 1, 2, 3 et 4 longueurs d'onde. Il y a 4 intervalles distincts, et donc 4 longueurs d'onde mesurent cette fois 3 cm. Alors attention, dans le corrigé, il y a une petite faute de frappe. Ce ne sont plus 3 longueurs d'onde, donc je barre, mais bien 4 longueurs d'onde. Ici, lambda 2, on a parcouru 4 intervalles qui mesurent 3 cm. Donc en faisant le ratio, si 4 longueurs d'onde mesurent 3 cm, une longueur d'onde mesure 3 divisé par 4, donc 0,75 cm. Ce qui donne naissance à une nouvelle célérité qui vaut lambda 2 fois f, soit 0,75 multiplié cette fois par 17 Hz. On obtient 13 cm par seconde. Ainsi, on peut remarquer que lorsque la fréquence de l'onde dans cette expérience varie, la célérité des ondes a changé. Alors attention, ça c'est un cas particulier, c'est pas toujours vrai. Lorsque la fréquence d'une onde change et que la célérité change également, on appelle ce type de milieu un milieu dispersif. Dans l'exercice 21, vous devez noter que l'exercice vous fournit le retard du front d'onde entre deux positions A et B, ce retard vaut 3 secondes, et vous indique également que la source de l'onde, donc l'endroit où l'encre perturbe la surface de l'eau, correspond au centre des deux cercles. Une onde se propageant de proche en proche depuis sa source dans toutes les directions possibles, le front d'onde va d'abord atteindre sa position B avant d'atteindre sa position A. Donc la position A correspond à ce qui s'est passé à la position B avec un retard de 3 secondes. Si on regarde ici, comme T2 moins T1 vaut 3 secondes, T2 est plus grand que T1, T2 correspond donc à la ride de plus grand rayon, de plus grand diamètre, c'est-à-dire le front d'onde A, et T1 correspond à la ride au front d'onde de plus petit diamètre, c'est-à-dire à la position B. En définition, la célérité de l'onde, c'est le rapport entre la distance parcourue par le front d'onde et le retard. Le retard étant de 3 secondes, il faut qu'on mesure à la règle la distance séparant les deux fronts d'onde sur un même rayon. Si vous posez votre règle sur le livre, on trouve que cette distance à l'échelle correspond à 1 mètre, donc au double du petit segment qui est là. Ainsi, le front de l'onde parcourant une distance d de 1 mètre pendant une durée de 3 secondes, sa célérité est de 1 divisé par 3, soit 0,33 mètres par seconde.